Mon capitaine, quelles sont les nouvelles aujourd'hui sur la ligne du front? Il y a une certaine accalmie présentement sur le front, mais cette accalmie ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action. Nous sommes, les forces armées maliennes sont en phase de réorganisation pour monter en puissance, franchir en ligne droite en quelque sorte la dernière ligne droite, les opérations de restauration complète de l'intégrité territoriale du territoire national. Donc nous sommes dans cette phase-là, réorganisation et réarmement moral des troupes. Les forces armées françaises, tchadiennes, appuyées par des éléments maliens, sont en train d'attaquer toujours à l'adresse des Ifogas les terroristes qui y sont cachés. Oui, effectivement, cette opération est en train de se poursuivre. Cette opération ne s'est jamais arrêtée. Autant les Français, les Tchadiens et avec les éclaireurs maliens qui sont sur le terrain sont en train de poursuivre la fouille quand même de cette chaîne de montagnes de Tegargar. Donc ils sont en train de fouiller complètement, enlever tout ce qu'il y a comme engins explosifs et démanteler complètement cette zone. Mon capitaine, il paraît aussi qu'entre Tonka et Tombouctou, qu'il y a eu des attaques des bandits armés, d'autres l'attribueraient à des djihadistes et terroristes. Quel est l'appel que vous réitérez à l'endroit de nos populations? Oui, avec ces attaques sur les véhicules quand même des forêts est attribué d'abord au MLA, parce que les éléments qui ont été identifiés, parce que quand nous avons discuté avec les victimes, ils nous ont donné des noms, ils les connaissent, ce sont généralement des anciens gardes qui étaient de l'armée malienne, qui ont déserté et qui sont partis du côté des MLA. Ce sont ces anciens militaires qui étaient avec nous auparavant et qui sont partis. Donc ils sont en train de suivre, quand ils voient, nous sommes en train d'effectuer, les forces armées maliennes sont en train d'effectuer des contrôles de zone. Donc ils suivent le mouvement des forces armées et ensuite ils suivent de l'autre côté parce que nous n'avons pas voulu embrigader la population civile. Nous avons permis, nous sommes en train de permettre à la population civile quand même de vaguer à ses occupations. Donc que la vie reprenne son cours normal, quand même, reprenne son cours normal au sein quand même de nos localités. Ainsi de suite, donc dans cette loi, ils suivent les forêts et ensuite ils les attaquent en cours de chemin, ou ils s'attaquent même à des foires quand même dans certaines localités. Et non seulement ils assassinent la population, ceux qui refusent de leur donner leurs sous, ou ils dépouillent totalement les personnes et de leurs biens. Mais je vous assure aujourd'hui que le chef d'état-major général des armées a pris des dispositions pour intensifier les patrouilles et nous allons traquer ces éléments du MLA quand même, qui sont en train de semer des troubles dans ce fuseau ouest. Au niveau de Bamako, en fin de semaine dernière, donc le week-end dernier, il y a eu le huis clos des chefs d'état-major de la CEDEAO. Peut-on savoir un peu ce qui en est ressorti, les résolutions? Effectivement, c'était le vendredi. Il y a eu, on dit, la réunion extraordinaire du comité restreint des chefs d'état-major de la CEDEAO, élargi cette fois-ci, par exemple, au Tchad, qui a fait son intégration officielle quand même au sein de la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali. À l'ordre du jour, il y avait plusieurs points à l'ordre du jour, notamment cette intégration du Tchad, mais aussi il y avait cette possibilité de transformation de la MISMA en mission onusienne. Donc c'est surtout de cela qu'il a été question dans les rapports, dans les discussions avec les chefs d'état-major. Alors vous, du côté du Mali, comment vous appréhendez cette transformation-là? Comment vous la voyez? Oui, côté Mali, des avantages? Il y a ça a des avantages et des inconvénients. C'est ce que les officiers planificateurs ont ressorti. Les chefs d'état-major étant là, donc les officiers de planification, c'est-à-dire les officiers d'état-major, avaient déjà établi une planification pour proposer des hypothèses. Donc, ils ont proposé aux chefs d'état-major, à l'éclairage ou à l'analyse des chefs d'état-major, quels sont les inconvénients d'une transformation de la MISMA en opération de nation, en casque bleu, et quels sont les inconvénients, quels sont les avantages. Donc, comme avantage, bien sûr, il y a cette facilité quand même de logistique, de financement. Donc, nous allons avoir des logistiques permanentes et nous allons avoir un soutien efficace en termes quand même de soutien. Et ensuite, ça va au moins essayer d'augmenter l'effectif de nos troupes. Donc, ça veut dire... Ça, c'est les deux avantages. Voilà, ça, ce sont les avantages. Les avantages. Mais les inconvénients,
pense sincèrement qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients. Dans les cas spécifiques du Mali, il y a beaucoup plus de cette crise malienne, il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Comment? D'abord, il y a la lourdeur administrative au sein même du système des Nations Unies. Il y a cette lourdeur administrative qui est là. Mais ils vont prendre la résolution à la fin de ce mois, du mois de mars. Donc cette résolution va être prise sur quel chapitre? Chapitre 6 ou chapitre 7? Chapitre 6 des Nations Unies parle de maintien de la paix et chapitre 7 parle d'imposition de la paix. Donc même dans les deux cas, il est interdit, le système des Nations Unies, les missions de paix des Nations Unies interdisent qu'on utilise la force aérienne. Et les armes lourdes. Et les armes lourdes. Donc, comment nous allons concilier tout ceci? Il y a cet aspect. Il y a aussi l'autre aspect qui est l'aspect qui fait que nous devons améliorer, atteindre les normes des bataillons des Nations Unies. Les réduire, quoi? Non, les augmenter. C'est ça, en fait. L'augmenter à 850 à 900 éléments. Un bataillon doit faire, suivant les normes des Nations Unies, un bataillon doit faire 850 à 900 éléments. Alors que dans le schéma où nous nous trouvons actuellement, les bataillons sont à 500. C'est vrai que ça, ce n'est pas la norme réelle d'un bataillon, mais à 650 au bas mot. Donc 650. Est-ce que nous allons pouvoir trouver ces troupes supplémentaires? Est-ce que ces troupes secondaires vont venir à temps? Ce sont des questionnements que nous nous posons. Est-ce qu'il va falloir arrêter l'opération qui est en cours présentement pour attendre l'arrivée des casques bleus? Est-ce que nous allons aussi attendre alors que ça urge? Bientôt nous allons arriver à la saison des pluies. Si d'aventure nous prenons une pause tactique, est-ce que cela ne va pas contribuer quand même à réduire à néant tous ces efforts-là que nous avons déployés jusque-là? Donc il y a trop de questionnements et c'est d'ailleurs mieux que les experts du Conseil de sécurité des Nations Unies seront bientôt à Bamako dans les prochains jours. Ils sont attendus aujourd'hui. Donc on est seulement à l'état de prospection ou de projection. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce que nous avons la possibilité, nous, Maliens, de revoir, selon nos propres ambitions, cette mesure onusienne? Là, je n'ai pas parlé, j'ai parlé un peu de ce que la MISMA peut avoir. Et quel est le sort du Mali dans tout ça, des forces armées maliennes dans tout ça? Qu'est-ce que nous y gagnerons? Justement. Donc ce sont des questions que les officiers d'évaluation des Nations Unies vont essayer de trouver entre aujourd'hui et le 18. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont venus pour planifier, pour évaluer. Donc, et ils vont nous prouver concrètement qu'est-ce que les Nations Unies entendent concrètement de cette mission. Mais de là, de mon point de vue, nous devons attendre quand même que nous aboutissions jusqu'à la restauration. Est-ce que quand il y a l'ennemi sur notre territoire, nous devrions accepter une interposition? C'est ça ma question. Voilà, justement, il va falloir, pour nous, forces armées maliennes, nous attendons à ce qu'on finisse complètement cette phase de restauration de l'intégrité du territoire national. Et ensuite, il peut y avoir une force qui est là pour au moins s'occuper des droits humains, des questions humanitaires, ici par là. Il n'y a pas de problème. Mais sinon, là où nous sommes en guerre. Et les Nations Unies ont été créées pour la paix, pour prendre la paix. Ils ne diront jamais de faire la guerre. Donc, est-ce qu'ils ne vont pas nous bloquer dans notre action? Ça, c'est une grosse question et des équations vraiment terribles pour les officiers planificateurs. Mais dites-nous, il y a le président de la République, Diankoula Traoré, qui était en Mauritanie hier, aujourd'hui au Sénégal. Quelle lecture vous faites de cela? Parce que nous avons appris que la Mauritanie et les chefs d'état-major, au niveau des chefs d'état-major, entendent mettre à disposition des forces. Quelle est la lecture que vous faites au niveau de la DIRPA? Oui, déjà pour le Sénégal déjà a un contingent à Bamako. Et même aujourd'hui, les forces de sécurité, 150 éléments des forces de sécurité du Sénégal sont arrivés à Bamako. Donc ça veut dire que pour le Sénégal, il n'y a pas autant de problèmes. Les Sénégalais sont avec nous, ils sont prêts à nous soutenir. L'armée sénégalaise, les gendarmes sont prêts à nous aider. Le côté au niveau de la Mauritanie, je pense que la visite du président va permettre quand même d'apporter cette caution forte politique pour amener l'armée mauritanienne à nous appuyer tant soit peu le long en essayant de fermer sa ligne frontière. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes
connexe quand même qui est due à la perméabilité quand même de la frontière, de notre ligne de frontière qui est à peu près de 7000 km avec la Mauritanie. Donc, le président va plaider, peut-être, je ne suis pas dans le secret de la politique, il va plaider pour que la Mauritanie puisse quand même boucler ces frontières-là à tous ces malfrats du MLA qui sont en train de franchir la frontière avec des véhicules et autres. Avec leur binationalité. Voilà. Sinon, du côté, par exemple, du Niger et de l'Algérie, ils ont fermé la ligne de frontière avec le Mali. Donc, il n'y a pas de passage quand même à l'intérieur. Surtout les Nigériens, ils sont catégoriques sur ça. Et ils sont très engagés. Mesdames, Messieurs, merci